Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de l'UPR de la semaine du 20 au 26 août 2018. À la une cette semaine, pas un centime de plus. Luigi Di Maio remet en cause les versements de l'Italie à l'Union européenne. L'ultimatum italien est arrivé à expiration. Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles et vice-président du Conseil des ministres, avait donné jusqu'au 24 août à l'Union européenne pour trouver une solution à la répartition entre d'autres États membres d'environ 150 migrants actuellement bloqués au port de Catane en Sicile. Ils ont pu finalement débarquer du navire Diciotti. Le 24 août au soir, Luigi Di Maio a donc tiré les conséquences du silence de Bruxelles en annonçant ne plus être disposé à verser les 20 milliards d'euros annuels auxquels prétend l'Union européenne. Source RT France, 24 août. L'Union européenne poursuit sa lente agonie. Quand bien même elle a rejeté cet ultimatum, le simple fait qu'il est exprimé par l'Italie, à savoir un gros pays et un pays fondateur de la CECA, traduit le malaise profond qui s'est établi entre les États membres et Bruxelles, sur le sujet des migrants comme sur d'autres affaires. C'est donc une affaire à suivre concernant les suites du rejet de l'ultimatum. L'Italie va-t-elle s'exposer à une guerre ouverte avec l'Union européenne ou bien rentrer dans le rang comme Tsipras il y a quelques années en Grèce? France. Bruxelles réclame davantage de privatisation pour les barrages. La liste de 150 barrages hydroélectriques que Paris est prêt à ouvrir à la concurrence en 2022 ne convient pas à la Commission européenne. Bruxelles en réclame davantage et dans un délai plus court. Source La Dépêche, 22 août. La loi du profit pour les barrages est une hérésie. C'est la seule énergie électrique qui soit stockable et qui permette une régulation de l'énergie produite. Cette mise en concurrence est un coup terrible porté à EDF et par là même à une politique énergétique indépendante de la France. À Amiens, la longue mobilisation du personnel d'un hôpital psychiatrique. Une partie du personnel de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens se mobilise depuis plus de 2 mois pour protester contre la baisse du personnel et la fermeture de 4 services qui entraînent, selon eux, une destruction des soins. Source Le Point, 21 août. Aux ordres de l'Union européenne en vertu des articles 168 et 169 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui font passer la loi de l'argent avant la santé humaine, Macron est en train de détruire l'hôpital. Affaire Benalla, bras de fer judiciaire autour de la disparition du coffre-fort. L'avocat du syndicat de police Vigie a demandé à la justice d'élargir l'enquête à la disparition du coffre-fort, mais le parquet fait obstruction, arguant que, étant donné les déclarations de Benalla, selon lesquelles ce coffre contenait ses armes et que celles-ci sont détenues légalement, il n'y a pas lieu d'enquêter plus avant. Il est étonnant que le parquet motive son refus en se fondant sur les déclarations de M. Benalla, alors que les enquêteurs ont justement souligné le manque de coopération de ce dernier. Le parquet fait-il preuve d'une naïveté inhabituelle? Sa position alimente en tout cas la thèse d'un Benalla protégé par le pouvoir. Source Le Parisien, 22 août. Il est malheureux que la justice ne dispose pas de moyens suffisants pour enquêter sur les dérives du pouvoir. Encore un mauvais exemple d'une justice à plusieurs vitesses et de l'impossibilité des moyens pour aller chercher Macron. Les embarrassants travaux immobiliers de Françoise Nissan. Les bureaux parisiens de la maison d'édition arlésienne, Actes Sud, cofondée par l'actuel ministre de la Culture, ont subi quelques travaux non déclarés, leur ayant permis de s'agrandir de 150 mètres carrés en toute illégalité, une entorse au code de l'urbanisme qui se double d'une infraction à celui du patrimoine.
Source L'Obs, 21 août. Une nouvelle affaire qui entache de nouveau cette République en marche qui se voulait exemplaire. Comme beaucoup d'entre elles, cette promesse de campagne du candidat Macron s'est révélée être une vaste fumisterie. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Bah oui, du coup. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. Moi, je trouve que vous avez au contraire plutôt raison de vouloir réguler ce qui se raconte, parce que quand on voit ce qui se dit en ce moment, là, je regardais d'ailleurs ce matin, il y a un type, je vais vous montrer parce que c'est rigolo, il parle de vous justement. Regardez bien, ça va vous faire rire. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Gros mytho, le mec, il fait croire que votre promesse de campagne sur le casier judiciaire vierge a été promulguée alors que rien à voir. Si ça avait été un casier judiciaire vierge exigé qu'on avait fait passer comme loi, et ben au moment où la loi elle passe, ça veut dire qu'il faut que ton casier soit vierge, donc que tu n'aies jamais fait de bêtises dans ta vie. Alors que la peine d'inéligibilité, le principe c'est qu'on te rend inéligible à partir du moment où tu fais une bêtise, mais à partir du moment où la loi elle est passée. Or la loi elle est passée en septembre 2017, ce qui veut dire que si genre tu as fait de la fraude fiscale en 2016, tu peux pas être candidat? Bah oui. Et si tu as fait vendu ta mère en 2012, tu peux être candidat? Bah oui. Oui, donc en fait, tu peux être candidat avec un casier pas vierge du tout. Et du coup, je sais pas comment s'appelle ce bonhomme qui fait croire à ce genre de fausses informations. Mais vous inquiétez pas que dès que vous aurez passé votre loi anti-fake news, lui, Bref, voilà, effectivement, hein, les fake news, ça concerne tout le monde. Le grand malaise du Figaro, le quotidien affirme que tous les partis politiques seraient désargentés et en proie à un exode de leurs militants, mais fait silence sur l'Union populaire républicaine. Selon le Figaro, tous les partis traversent un moment de faiblesse et abordent la rentrée avec morosité. Baisse du rythme des adhésions, difficultés de financement, etc. Il suggère ainsi l'affaiblissement d'un des piliers traditionnels de la démocratie. Source UPR 20 août. Pourtant, l'UPR accélère le rythme de ses adhésions. A une audience record sur Internet et a des finances saines et prospères. C'est le grand vecteur de rénovation de la vie démocratique française. D'où, sans doute, les efforts du Figaro pour ne pas en parler. France, productivité et profits maximaux. Les entreprises françaises viennent de battre leur record de distribution de dividendes. Une étude rapporte que les dividendes versés par les entreprises aux actionnaires au deuxième trimestre 2018 ont augmenté à travers le monde de 12,9% en un an pour atteindre 497,4 milliards de dollars distribués. L'Europe se distingue avec une augmentation de 18,7% et particulièrement la France avec une augmentation de 23,5%. Source Marianne, 21 août. Ce n'est pas l'austérité pour tout le monde. Pendant que la Commission européenne exige des Français qu'ils se serrent la ceinture, les bénéfices des entreprises sont de plus en plus reversés aux actionnaires sans bénéficier à l'économie réelle. Comment Uber est parvenu à ne payer que 1,4 million d'euros d'impôts en France en 2017? L'entreprise américaine facture aux Pays-Bas son activité sur le territoire français. Et grâce à un montage complexe, mais légal, d'optimisation fiscale, elle parvient à économiser des millions d'euros d'impôts. Source Le Figaro, 20 août. Toutes les économies des multinationales, grâce à l'optimisation fiscale, se font au détriment des contribuables français. L'Union européenne est le terrain de chasse privilégié de ces entreprises en raison des déréglementations et de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui interdit le contrôle des flux de capitaux. Que ce soit d'ailleurs entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers, c'est-à-dire tous les autres pays du monde.
De la même façon, Starbucks a implanté son siège à Amsterdam depuis les années 2000. En 2012, un scandale a éclaté en Grande-Bretagne. Il a été révélé par un journaliste de Reuters que Starbucks ne ferait aucun profit, d'où le fait qu'il ne paie pas d'impôt sur les bénéfices en Grande-Bretagne. Une députée travailliste s'empare donc du problème, mettant à jour le fait que Starbucks se serve des royalties, que chaque franchise en Europe paye une redevance, ainsi que l'utilisation de la marque, et que tout l'argent gagné partait aux Pays-Bas où les impôts sont très avantageux. Elle faisait ça car la marque n'est officiellement pas rentable, d'après le responsable Europe de Starbucks. En France, c'est pareil, et ce, depuis 2004, l'année où Starbucks a ouvert son premier café dans l'Hexagone. En fait, chaque Starbucks paie 6% de franchise. Et d'après le responsable Starbucks France, s'il ne paie pas d'impôts, c'est parce que les charges salariales sont trop élevées. Bref, Starbucks s'est fait épingler par la Commission européenne en 2015 pour concurrence déloyale. Ils ont obtenu du Pays-Bas 20 à 30 millions d'aides de l'État. La Commission leur a imposé 26 millions d'euros de pénalité, mais Starbucks a fait appel. Depuis, ils ont délocalisé leur siège à Londres où ils payent des impôts. Source: Starbucks sans filtre, un reportage de Arte pour l'émission Théma du 28 août 2018. Le projet de ferme aux 17 000 porcs a été validé. Dans cette vidéo intitulée Défécator, la vie des gros porcs, sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc, elle m'a fait bouge de là. Cet exemple d'élevage intensif empêche d'autres agriculteurs de s'en sortir et ne va pas dans le sens de l'agriculture durable et des circuits courts. Ce modèle agricole, détenu à 90% par des agro-industriels, est aussi vertement critiqué. Et je fais ici un clair salut aux anciens Verts qui ont rejoint l'UPR. Par exemple, dans les Vosges. Source: France 3, 21 août. L'hyperproductivisme est au cœur des traités de l'Union européenne, article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Tant que nous ferons partie de cette structure, les politiques agricoles n'auront de cesse de détruire l'agriculture familiale, et donc également un possible mieux-être des animaux d'élevage. Royaume-Uni de grand Brexit et d'Irlande du Nord. Brexit, la City donne le change. Le bain de sang, prédit par la City à la suite du vote du Brexit, ne s'est pas produit, comme l'atteste l'expansion du marché des changes londonien. Au cours des 2 dernières années, Londres a accru sa domination sur le marché international des changes, plus 23%, au détriment de New York, Singapour, Hong Kong et Tokyo. Tout indique au contraire qu'après le Brexit, le négoce de l'euro restera dans la City, malgré les efforts de la Commission européenne et des places rivales de Paris et Francfort, pour rapatrier cette activité très lucrative à l'intérieur de la zone euro. LOL. Les traders du forex londonien invoquent le coût substantiel pour les clients d'une délocalisation des salles de marché et la perte de la liaison sous-marine par câble avec New York. Le savoir-faire historique et la masse critique de professionnels aux méthodes rodées expliquent également la prééminence de la City. En outre, Londres s'est déjà placé en pôle position pour l'après-Brexit sur la négociation des devises des pays émergents. La capitale britannique joue par exemple déjà un rôle clé dans l'internationalisation du yuan chinois grâce à sa plateforme offshore créée en 2012.
Source Le Point, 22 août. L'opération Project Fear des européistes pendant la campagne du Brexit se révèle tous les jours un peu plus fausse. Ce sont les mêmes experts qui nous expliquent à longueur d'antenne que l'euro et l'Union européenne sont des bienfaits économiques, alors qu'ils nous entraînent, en réalité, dans une lente agonie. Les promesses de prospérité de Maastricht de 1992 et de la monnaie commune se sont révélées entièrement fausses. La nécessité du Frexit va bien s'imposer comme une évidence. Brexit, la petite Bretagne privée du fret irlandais. Jusqu'à présent, la majeure partie du transport de marchandises pour l'Irlande passait par les ports et les routes de Grande-Bretagne avant de rallier le continent. Avec le Brexit reviennent les barrières douanières avec les ports britanniques et donc la nécessité pour les Irlandais de revoir leurs itinéraires de fret maritime. La Commission européenne a l'intention d'acheminer le fret irlandais vers les ports du Benelux. Une enveloppe de plus de 30 milliards de fonds européens est prévue pour faire évoluer les infrastructures en ce sens. Cette décision, qui est une complète aberration géographique, aurait été prise pour éviter les risques de grève de dockers français en Bretagne. Elle prive les ports bretons de fonds européens de transport. Source Le Télégramme, 21 août. On voit là l'extrême attention que l'Union européenne porte à la fois aux considérations écologiques ainsi qu'aux revendications sociales. Les fameux fonds européens, financés à hauteur de 20% par la France, sont sous le contrôle d'une commissaire slovène chargée de mesures concernant l'Irlande et la France. Avec le Brexit, le Royaume-Uni risque une pénurie de sperme. Une sortie de l'Union européenne sans accord risque de mettre en difficulté les couples britanniques qui font appel aux dons de sperme pour procréer, car ils ne pourront plus faire appel aux banques de sperme européennes, a souligné le gouvernement. Source BFM TV, 24 août. Les européistes, putaclic, seraient-ils à court d'arguments pour inciter les Britanniques à regretter leur vote en faveur du Brexit? Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre avis sur cette pénurie de sperme au Royaume-Uni. Et cher défécator, ce n'est pas un fake. European Union, Europese Unie, Union européenne. Après l'effondrement du viaduc de Gênes, l'Union européenne refuse à l'Italie le droit de réhabiliter ses infrastructures. Le plan de 40 milliards d'euros présenté à Bruxelles par l'Italie ne plaît pas au commissaire européen Pierre Moscovici, qui évoque le risque de surendettement. Source Le Monde, 20 août. La responsabilité de l'Europe et de l'austérité imposée aux États membres dans la déréglementation des infrastructures apparaît au grand jour. Les yeux rivés sur les chiffres de la dette, sans aucune vision stratégique, la Commission européenne, Europese Comissie, ne peut que mener les États dans le mur et les citoyens à la catastrophe. La Poste de Belgique, België, envisage l'arrêt de la distribution du courrier le lendemain. Le patron de la Poste de Belgique, België, envisage une distribution du courrier à J+2 ou J+3 pour faire des économies. Source Capital, 21 août. Tout comme en France, l'article 106 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, impose la mise en concurrence des services publics, et cela fait des dégâts. Conjointement au GOPE, les grandes orientations de politique économique, qui imposent l'austérité en France comme en Belgique, België. Dieselgate. Les juges français dénoncent un manque de collaboration du côté allemand. Les investigations de la justice française se heurtent à l'absence de coopération de Volkswagen, qui risque une amende à hauteur de 10% de son chiffre d'affaires, mais également de la justice allemande qui semble protéger la société automobile.
Source Le Figaro, 20 août. La solidarité européenne s'arrête là où commencent les intérêts vitaux de chaque nation. L'automobile représente 13% du produit intérieur brut de l'Allemagne. Deutschland über Frankreich? La Grèce est l'agonie de l'Union européenne et de l'euro. Grèce, la prétendue fin de la tutelle européenne. La Grèce sort de 8 ans de tutelle européenne, avec, hélas, pour bilan une diminution de 25% du PIB, une dette qui se monte à 178% du PIB, une population appauvrie et précarisée. Elle reste bien entendu soumise aux limites d'endettement et de déficit des traités européens. Source France Info, 20 août. Les médias reprennent, hélas, la version officielle de la Commission européenne, selon laquelle la Grèce serait sortie d'affaires, comme pour masquer la véritable catastrophe économique et sociale de sa mise sous tutelle financière. La Grèce, dont le gouvernement d'ultra-gauche refuse toujours de sortir de l'Union européenne et de l'euro, est, hélas, malheureusement, loin de voir le bout du tunnel. Grèce. Yanis Varoufakis dit aux Grecs de se préparer à abandonner l'euro et à revenir à la drachme. Pendant la plus grande partie de la dernière décennie, la Grèce a vécu la plus grande catastrophe économique en temps de paix depuis la Grande Dépression. Il est donc absolument nécessaire que le pays soit prêt à retourner à sa monnaie nationale. Depuis son limogeage, M. Varoufakis a vivement critiqué l'austérité européenne et a révélé qu'il avait mis en place un groupe de travail secret pour créer un système de paiement parallèle en cas de faillite des négociations avec les créanciers du pays. Ce plan secret, baptisé Plan X, et approuvé par M. Tsipras, malgré les promesses publiques de conserver la Grèce dans l'euro, aurait facilité le retour du pays à la drachme. Source UPR, 22 août. À la différence des partis grecs, l'UPR annonce officiellement la sortie de l'euro et en prépare explicitement les modalités. Aucune ambiguïté, ni aucun plan secret ne sont ici de mise. Proche-Orient. Yémen, c'est une bombe américaine qui a tué des dizaines d'enfants dans le bus bombardé par la coalition saoudienne. CNN révèle l'origine américaine de la bombe qui a causé ce drame. C'était également une bombe américaine qui avait été utilisée dans un raid aérien qui avait fait 140 morts en octobre 2016, lors d'une cérémonie funéraire près de Sanaa. Source Le Parisien, 18 août. Les alliances stratégiques et les ventes d'armes engagent une part de responsabilité dans l'usage qui en est fait. Cela devrait nous faire réfléchir, alors que la France, comme les États-Unis, arme la coalition saoudienne. For use only Mk-82 Fin Guidal Bomb 04271 ASS YA 147214. Éclat de la bombe utilisée. Lavrov. L'ONU aurait secrètement interdit à ses unités de restaurer l'économie syrienne. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'ONU aurait donné instruction à ses services de ne pas participer à la reconstruction économique de la Syrie et à se limiter à l'aide humanitaire dans l'attente d'une transition politique. Source Sputnik, 20 août. Si cette affirmation est vérifiée, cela signifie que l'ONU fait preuve de partialité en adoptant la position des pays occidentaux, notamment des États-Unis, conditionnant toute reconstruction de la Syrie à une transition politique. Monde, guerre commerciale. Subissant de nouvelles taxes douanières des États-Unis, la Chine riposte. Donald Trump a frappé jeudi d'une nouvelle salve de taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. Pékin a contre-attaqué sur le même montant de produits américains.
Source Le Temps, 23 août. Chaque semaine amène son lot de sanctions et de ripostes entre les États-Unis et la Chine. Avec cette stratégie, Trump tire malgré tout son épingle du jeu, avec un chômage américain en baisse. Nouvelle sanction des États-Unis envers la Russie. Washington accuse Moscou d'être responsable de l'empoisonnement à l'agent innervant Novichok de l'ex-espion Sergei Skripal et de sa fille Yulia. Les États-Unis ont aussi visé des entités russes accusées d'être impliquées dans des activités de piratage informatique ou d'avoir eu des liens commerciaux avec la Corée du Nord. Dans ce contexte, la perspective d'une normalisation des relations bilatérales se ternit un peu plus encore. Vladimir Poutine a jugé ces sanctions contre-productives et a semblé ménager le président des États-Unis, attribuant la dégradation des relations bilatérales à l'establishment. Source RFI 22 août. Les tensions entre les États-Unis et la Russie vont aussi avoir une influence sur la France, étant donné que notre diplomatie nous est dictée par notre appartenance à l'OTAN. L'Union européenne, en tant qu'instrument des États-Unis, va probablement suivre le commandement d'outre-Atlantique pour durcir également ses propres sanctions. Total a officiellement quitté l'Iran. Total a donc fait le deuil du développement du gisement de South Pars. Une immense poche gazière du golfe Persique. En quittant la table du jeu, le pétrolier français a cédé ses intérêts à un groupe chinois. Face au chantage de l'administration Trump, l'Union européenne n'a montré aucune capacité de réaction, aucune solidarité, aucune volonté politique, aucun barrage juridique crédible. Ce n'est pas le pseudo-arsenal concocté lors de la crise de Cuba et exhumé par Jean-Claude Juncker à Bruxelles qui démontrera le contraire. Source Le Télégramme, 20 août. Les mythes de l'Europe qui protège ou de faire l'Europe pour faire le poids s'effondrent. Cette affaire montre qu'il ne sert à rien de confier nos intérêts à une structure incapable de les défendre. États-Unis. 5 ans de prison pour la lanceuse d'alerte Reality Winner. La jeune femme de 26 ans, employée d'un sous-traitant de la NSA, était jugée pour avoir transmis à la presse un rapport classifié sur des tentatives de piratage visant l'infrastructure de vote et attribué à la Russie. Source Libération 24 août. Les lanceurs d'alerte contribuent à une société démocratique saine en donnant des informations au public sur des sujets graves. Condamner les lanceurs d'alerte, c'est permettre à la dictature de s'installer. En France, la loi votée sur le secret des affaires va tristement dans ce sens. L'UPR veut au contraire protéger les lanceurs d'alerte. Selfie de la lanceuse d'alerte Reality Winner. États-Unis, 22 des États demandent de rétablir la neutralité d'Internet. Ils veulent rétablir ce qui avait été édicté en 2015 par l'administration Obama pour garantir un traitement égal des flux de données par les opérateurs. Avec l'abrogation du principe de la neutralité du net, les opérateurs peuvent, depuis début juin, bloquer ou réduire le tarif en fonction de chaque contenu, amenant leurs clients à payer pour disposer d'un accès prioritaire. Source La Tribune, 21 août. La neutralité du net, que défendait François Asselineau lors de l'élection présidentielle française, est indispensable pour la liberté des citoyens de s'informer, prérequis indispensable à une vie démocratique. Aux États-Unis, la crise des opiacés continue de sévir. D'après les dernières données publiées jeudi par le Centre de contrôle de la prévention des maladies, CDC, 71 500 personnes ont succombé à une consommation excessive de drogue l'an dernier aux États-Unis. Cela représente une nette hausse
par rapport aux 66 666 décès de l'année précédente. Bref, ça nous fait des triple 6 de partout dans son nom. C'est vrai que c'est étonnant, hein, que ça doit être assez dur à vivre hein, quand on est... Exacosio, execonta, hexaphobe. Bien ouais, Source, Les Échos, 17 août. La société française est la première victime d'une politique sociale particulièrement brutale, et nos dirigeants politiques de continuer à considérer que la France ne vaut rien et que l'avenir réside dans l'alignement sur le modèle américain. Diverses. Google piste secrètement les internautes et suscite la colère. Même si l'historique des positions est désactivé, Google enregistre tout de même la localisation de ses utilisateurs. La multinationale se défend, mais ses réponses ne sont pas jugées convaincantes. Source, Le Temps, 19 août. La confidentialité des données personnelles est indispensable pour préserver les libertés publiques. Une fois la France sortie de l'Union européenne, le stockage des données des Français en France et le renforcement des pouvoirs de la CNIL serviront à s'opposer à une société orwellienne du contrôle totalitaire. Facebook et Twitter suppriment des centaines de comptes liés à l'Iran et à la Russie. Facebook a fermé 652 comptes et Twitter 284. Source, Culture Geek, 22 août. La censure de ces opérateurs d'outre-Atlantique est en marche. Après l'affaire EU Disinfo Lab, on peut mettre en doute la détection d'un complot russophile. Les faux comptes des États-Unis, destinés eux aussi à s'ingérer dans les élections d'autres pays, ne sont pas concernés. De même, les millions de faux comptes qui suivaient le compte Twitter d'Emmanuel Macron n'ont rien à craindre. De même que le compte Twitter avec Marlène, qui est géré par un des collaborateurs du cabinet de Marlène Schiappa. Les deux plateformes Internet montrent ainsi leur implication politique dans le soft power des États-Unis. Et je vous rappelle qu'en dehors de Facebook, vous pouvez aussi me suivre sur le réseau social russe VK. François Asselineau a consacré une vidéo spéciale sur l'effondrement tragique du pont de Gênes. Mais il y a aussi l'entretien d'actualité numéro 68, où François Asselineau parle du déficit, de Bercy, d'Air France, du Portugal, des médias, de EU Disinfo Lab, des retraites et des fake news. Source, UPR, 18 août. Et c'est fini pour cette semaine pour la revue de presse. Vous pouvez mettre des commentaires, des pouces bleus, secouer la cloche. Et bonne semaine et bonne rentrée à tous. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!